Dans la vie, on peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Oh! Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3 500 $ sur le BZ4X 2024, en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetezmatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qui a changé d'application vidéo cette semaine. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour M. McKenna, je suis content. On veut essayer d'améliorer notre côté vidéo. On va voir une meilleure image. On devrait aussi avoir un meilleur son. On devrait avoir un meilleur son. On teste Riverside, une application d'enregistrement de podcast. Si jamais vous avez d'autres suggestions, nous sommes très, très ouverts. On espère que vous allez apprécier la différence. On l'espère certainement parce que c'est un service... on était sur Zoom, qui était clairement plus axé maintenant sur le télétravail, en fait, les applications de télé... C'est pas de téléprésence parce que c'est même pas si intense que ça. Mais Riverside est conçu exprès pour faire des balados. Il semble-t-il que c'est la meilleure. Il y en a quelques-unes. Là, il y a Squadcast, il y en a d'autres comme ça qui permettent de faire des choses. Mais pour inclure la vidéo avec des options de qualité remarquables, en tout cas, dans le sens que c'est pas juste de la vidéo compressée, il n'y a pas 800 options non plus. Fait qu'on va essayer ça. Puis si vous remarquez un meilleur son sur les balados ou une meilleure image sur les vidéos, ou pas, hein, dites-nous-le. Parce que nous, de notre côté, ce qu'on voit est plutôt bien, en fait, à date. Ben, moi, je vois Pascal. Voilà. Je suis toujours content. Il n'y a pas de problème avec ça. On va saluer et remercier nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. Merci d'être là et de permettre l'existence de ce podcast, que nous soyons heureux de le faire dans les bonnes conditions. Dans cet épisode, Alain, on va parler de plein de sujets. Oui, on va se rappeler de la Lune qui quittait son orbite en 1999, le 13 septembre, pour ça. Excuse-moi, moi chaque année, ça vient me chercher, c'est la série télé Cosmos 1999, Space 1999, série britannique du créateur des Sentinelles de l'air, qui a voulu faire une série avec des vrais personnages, entre autres Martin Landau, puis Barbara Bain, et Maya, l'extraterrestre, qui arrive dans la 2e saison comme un cheveu sur la soupe. Moi, ça a marqué mon enfance. Alors, c'est le 13 septembre que la Lune quitte son orbite, ce qui est complètement invraisemblable. Ça me fait rire. On va parler de PlayStation Pro brièvement. C'est pas un podcast de gaming, mais je trouve que une console de jeu Pro, moi, ça me fait rire. Il faut que j'en parle. Juste là, il y a quelque chose. Ben oui, exact. Des nouveautés d'Apple, de réparation de ses appareils et de beaucoup plus. Oui, je vais vous parler de la Pixel Watch 3. Moi, tantôt, je l'ai au bras, je l'ai au poignet, en fait. Elle vient de sortir cette semaine là, de Google. C'est une belle bébelle. Et moi, je vais vous parler d'un otoscope. Pardon? C'est un pic pour tenir son épi de maïs, ça, non? Non, c'est un otoscope. C'est un appareil pour se regarder l'intérieur des oreilles. Oh! Il faut que j'en parle. C'est fascinant. J'ai pu observer l'intérieur d'un paquet d'appareils et la quantité de poussière et de cochonneries qui s'y trouvent. C'est assez fantastique. Bon. C'est une compagnie qui s'appelle Bee-Bird qui fait ça. On s'en parle dans quelques secondes. On va parler tantôt. Avant de parler des nouveautés d'Apple, parce que c'était comme la grosse affaire cette semaine, le nouvel iPhone et tout ça. On revient sur une actualité très québécoise, Pascal, pour démarrer en fait nos espressos de tech. Il y a une action collective contre Apple au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est surprenant. Depuis le iPhone 7, on indique que l'iPhone est résistant à l'eau pendant au moins 30 minutes dans 1 à 6 mètres d'eau. Mais Apple ne répare pas les dégâts d'eau. Il y a une firme québécoise qui s'appelle les avocats LPC, qui ont fait une demande d'action collective en disant, regardez, tous ceux qui ont payé pour un dégât d'eau, pour un iPhone qui devrait être résistant à l'eau, on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous pouvez remplir un formulaire, c'est un site qui est un peu compliqué, lpclex.com, Apple Liquid, vous avez des informations là-dessus. Puis hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être une belle façon de récupérer des sous. Si vous avez échappé votre téléphone dans l'eau puis que
vous avez eu à payer des sommes importantes pour le réparer. Ouais. Jetez un coup d'œil là-dessus, suivez ça, ça peut être très Vous avez l'impression que le Québec est un terreau fertile d'action collective, vous n'avez pas tort, parce que la loi et le système judiciaire au Québec sont faits de telle façon que c'est plus facile ici qu'ailleurs en Amérique du Nord de faire de telles poursuites contre des grands fabricants. Il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs, en fait, qui touchaient, entre autres, Facebook récemment aussi. Apple, sur un autre truc, sur l'obsolescence programmée. Bref, il y en a tout le temps. Apple, au Québec, c'est très drôle parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent arriver avec un MacBook qui a brisé après 1 an et quelques, qui coûte cher. Ils peuvent dire, regardez, vous m'avez vendu un MacBook à 3 000 $, je peux m'attendre à ce que ça brise pas. Et ça devrait fonctionner. Mais il faut le mentionner, il faut insister, il faut dire qu'on est du Québec et à ce moment-là, la garantie légale s'applique pour des appareils coûteux comme ça. Ça ne devrait pas briser 2 semaines après la fin de la garantie un MacBook, ça c'est sûr. Ça devrait aussi être réparable, mais ça ne l'est pas tout le temps non plus. Ça n'empêche pas iFixit, le fameux site, de se lancer dans la vente de matériel. Qu'est-ce qui se passe? Ils vendent des outils maintenant. Et oui, un fer à souder, iFixit. iFixit, c'est un site. Écoutez, si vous avez un appareil qui ne marche pas bien, qui demande une réparation, l'écran qui est brisé, jetez un coup d'œil. Le site iFixit met des tutoriels très détaillés. Comment réparer votre appareil. Ben oui. C'est ça, comment les démonter. Si c'est difficile, c'est pas facile. Vous avez beaucoup de détails, les outils nécessaires. Et là, ils ont un petit kit de fer à souder. Il paraît que c'est une joie à utiliser. Le fer à souder lui-même fonctionne par USB-C, donc on n'a pas besoin de le brancher dans le mur. Coûte 110 $ canadiens. Il est en pré-vente en ce moment au Canada, aux États-Unis et je crois un autre pays, un 3e pays. Royaume-Uni. On peut s'acheter au Royaume-Uni, on a un kit complet, une station qui coûte 342 $ si on veut avoir la totale avec un petit bloc d'alimentation USB-C qui va permettre d'utiliser pendant 8 heures son fer à souder sans être branché dans le mur. Donc, on peut faire des réparations au milieu de la brousse si on veut. Pendant 8 heures de temps, c'est 1000 quelques soudures. C'est vraiment rigolo. Et sur le site iFixit, vous avez des cours qui sont offerts sur le site pour apprendre à souder. Si vous ne le savez pas, moi, j'ai fait un cours d'électronique. Première chose qu'on fait, c'est on apprend à souder, puis on essaie de pas faire des... Ben oui. C'est ça, pas faire des soudures froides, des soudures qui vont être solides, qui vont pas faire fondre les composants qu'on va connecter ensemble. Jetez un coup d'œil là-dessus. Puis évidemment, vous procurez un fer à souder là, à des prix ridicules, mais celui-là, il semble qu'il est super bien conçu. Il est conçu pour être réparable. Ah ben? Donc, tu peux prendre un autre fer à souder et réparer ton fer à souder en cas de pépin. Voilà, c'est iFixit qui fait ça. Si vous faites beaucoup de petites réparations, gâtez-vous, achetez ça. C'est une bonne cause, une bonne entreprise. Yes. Parlons rapidement d'intelligence artificielle générative parce que ChatGPT a une nouvelle variante qui permet de vérifier ce qu'elle affirme. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Moi, je te dis tout de suite, si tu poses la question, c'est probablement que la réponse est non. Il y aura un nouveau modèle de ChatGPT, le modèle O1, qui pourrait vérifier ses affirmations, qui pourrait faire un raisonnement, qui pourrait valider ce qu'il fait, une espèce d'auto-fact-checking. Si je pense, je vais essayer de te dire quelque chose, je vais calculer ce que c'est possible dans la vraie vie. Sauf que ça peut prendre jusqu'à 10 secondes pour avoir une réponse, ce qui est interminable quand on est habitué d'avoir une réponse de Google en fraction de seconde. Et les hallucinations arrivent toujours. Donc, on s'en sort pas. Qui sont un peu des grosses erreurs, en fin de compte. Fait que, ouais, ça fait oui, partie c'est du ça, c'est des niaiseries. C'est des niaiseries. C'est généré à partir d'informations qui sont tirées du web, des raisonnements logiques. Fallacieux. Qui sont pas nécessairement nécessairement des raisonnements intelligents. Il y a une version mini qui pourrait être offerte gratuitement sous peu au grand public ou à un moment donné, dès que le modèle va être validé et éprouvé. En ce moment, il paraît que c'est très cher, très compliqué, que ça demande beaucoup de puissance de calcul. Mais on avance. D'ici quelques années, peut-être que les réponses vont être quasi infaillibles. Écoute, les voitures sont supposées voler aussi, je dis ça en passant, depuis au moins 50 ans. L'alimentation en pilule, Alain. C'est vrai. Une petite goutte d'eau sur une pilule, pouf, t'avais un poulet entier. Les Flintstones ont ça, de l'eau déshydratée. Écoute, c'est vraiment une affaire vraiment géniale qui est là. J'ai fait un papier dans la presse cette semaine sur les téléphones à écran pliable. J'ai expliqué entre autres choses pourquoi ils sont là pour rester. Parce que la Chine est friande de ces appareils. La Chine, c'est 1 milliard quelque chose d'acheteurs potentiels pour ces appareils-là. C'est des volumes d'achats qui n'ont aucun bon sens. Puis les gens qui achètent, même s'ils ne représentent que 1% de ce marché-là, les gens qui achètent des téléphones à 2000,
500, 3000 $, il y en a quand même beaucoup. Et là, l'effervescence autour de ces écrans-là est manifeste, ces téléphones-là à écran pliable. Et là, on a vu cette semaine, on en parlait à une tasse de tech il y a 2 semaines déjà, mais ça a fait la manchette dans les derniers jours, le fameux téléphone de Huawei qui se plie en 3. Mais nous, on était là, on le savait avant tout le monde, parce que nous, on sait des choses. Mais on l'a vu... Ils ont raté l'occasion de l'appeler le Mate Z, parce qu'il se plie en 3 comme un Z, en fait. Oh! C'est là où j'aurais été un as du marketing si j'avais été dans une compagnie comme celle-là, mais je ne le suis pas. En tout cas, bref, le Mate XT, je disais, en fait, il coûte des sous, on s'entend, il coûte pas mal plus que 2000 $. 3800 $ canadiens, c'est l'équivalent de 20 000, c'est 20 000 yuan, 3800 canadiens. J'ai regardé sur des sites, si tu fais Marketplace là, sur Google, il y en a qui sont en vente en ligne à partir de 5 000 $, des sites un peu moins fiables à partir de 4 500. Donc, tu as le prix de l'envoyer en avion, ce téléphone-là, t'augmentes le prix. Ceux qui vont aller en Chine vont peut-être se gâter et le rapporter ici. Est-ce qu'il va fonctionner sur le réseau canadien? Bonne question. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question, effectivement. Ça devrait fonctionner. L'écran qui se plie en 3, évidemment. En fait, il y a 2 endroits où il se plie, ça donne 3 sous-écrans, mais écoute, à lui seul, à remplacer au-dessus de 2000 $, 2500, je pense, quelque chose comme ça. C'est assez fou. Et il faut que tu retournes en Chine pour le faire réparer, parce qu'il n'est pas en vente ici officiellement. Exact. Voilà. Donc, on ne recommande pas l'achat de ce téléphone, qui reste pour l'instant très cocasse, mais j'ai vu aussi la marque ZTE, qu'on connaît un peu ici, a une gamme de téléphones pliables, Nubia, dont le nouveau modèle tout récent qui se plie en 2 comme un livre, là, comme les téléphones qu'on a ici, coûte 500 $ seulement. Oh là là! Donc, les téléphones pliables abordables, ça s'en vient. Je vais juste dire ça comme ça en passant. Peut-être qu'il va y avoir un jour le téléphone pliable Pro. Ben, quoi qu'il l'a déjà chez Google, c'est quand même le Pixel 9 Pro Fold, donc ça existe. Et là, on vient d'hériter cette semaine d'une PlayStation Pro. Bon, pour les joueurs qui sont sérieux. Pour les gens, écoute, c'est vraiment fascinant parce que s'il y a un suffixe que j'imaginais pas à propos d'un nom de console, c'est Pro. C'est le gaming. Puis c'est pas une console de développement, on pourrait dire c'est une console pour les développeurs qui créent des jeux. On a une console Pro avec des... Non, c'est une console améliorée, la PlayStation 5 Pro, qui a un processeur amélioré, plus de calculs. Je vais laisser les gamers apprécier là, qu'il y a du ray tracing avancé et toutes sortes de choses. Il n'y a pas de disque. Ça, c'est très flyé. Je savais, normalement, moi, j'imaginais que les jeux étaient sur des DVD, RAM. On peut pas mal tout télécharger. Même les jeux qui font des dizaines de gigaoctets. Ouais. C'est ça. Et là, tu as 2 téraoctets de stockage. Tu peux avoir un disque externe si tu veux. C'est disponible à partir du 7 novembre 2024. Les précommandes débutent le 26 septembre. Ça s'en vient. Vous avez tout ce temps-là pour mettre des sous de côté parce que ça va être 960 $ canadiens pour la PlayStation Pro 5. C'est quand même beaucoup d'argent pour jouer à Metal Gear Solid ou... Vas-y, fais-nous la liste des jeux. Tous les jeux que je connais sur la PS5. Il me semble qu'il y a Metal Gear Solid là-dessus. Je peux peut-être me tromper. Quelqu'un va dire, non, ça c'est pour la Xbox. Tu ne connais rien. Dans la vie, on peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Oh! Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3 500 $ sur le BZ4X 2024, en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetezmatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous revoilà pour les actualités à Une tasse de tech. Ça a fini tantôt sur une drôle de note. J'ai un appareil électronique ici qui a décidé de complètement le lâcher prise et s'est mis à vibrer et à grésiller. Donc, il a fallu que je prenne une petite pause d'urgence. Mais il va peut-être falloir que tu ailles sur iFixit voir comment réparer cet appareil-là. Il va falloir regarder ça de plus près parce que c'est un drôle de bruit, effectivement. Mais ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet avec nos actualités de la semaine. Mais avant d'en parler, parce qu'on va parler de choses pas mal de fun, je vous rappelle que l'actualité de la semaine d'une tasse de tech sont présentées par l'actualité du jour d'InfoBref, parce que chez InfoBref, c'est une quotidienne qui
tombe dans votre inbox toujours très tôt le matin, à 5 heures à peu près, je pense, avec 10 nouvelles qui se lisent en 5 minutes et qui vous permettent de tout savoir sur ce qui se passe dans la journée et d'avoir l'air, après ça, extrêmement bien informé quand vous arrivez à la machine à café du bureau ou devant votre écran pour un Teams de travail entre collègues. Allez voir ça, c'est gratuit, infobref.com. C'est une belle petite infolette. Il y a eu cette semaine, Pascal, le dévoilement officiel, le lancement tant attendu, la présentation finale, je peux continuer comme ça longtemps, du nouvel iPhone 16 et tout ce qui en découle avec ses accessoires. On a tous regardé ça. J'étais supposé être sur place, j'ai pas pu, j'ai eu un empêchement. Mais finalement, on a regardé ça à distance, puis sans avoir touché à l'appareil, j'ai trouvé intéressantes les quelques petites améliorations, même si ça va en contresens de ce qu'on avait l'habitude de voir chez Apple. Il y a plus de boutons que jamais sur iPhone en 2024. Oui! Qui a besoin de plus de boutons dans la vie? Poser la pas question, les adolescents, ça c'est certain. Nouveau bouton qui permet d'envoyer, qui permet de contrôler l'appareil photo de son téléphone. Donc, on va pouvoir prendre des photos un peu comme sur les appareils du bon vieux temps, les réflexes, on pouvait tourner une petite molette. On va avoir un bouton qui va permettre, entre autres, d'ajuster le zoom, de choisir le contraste, tout ça sans avoir à toucher son écran. Souvent, les gens touchent leur écran, puis le zoom en écartant. Exact, pour agrandir l'image. Et ça, c'est pas idéal. On va pouvoir le faire avec le petit bouton. Évidemment, ça va demander une familiarisation. On peut appuyer doucement, on peut appuyer plus longuement, puis hâte de voir les gens l'utiliser ou le déclencher par mégarde. Ça se peut, ça aussi. Il y a le bouton d'action qui est sur les modèles Pro qui apparaît sur le modèle de base maintenant aussi. Donc, il y a d'un côté le volume, l'autre volume, l'alimentation, puis après il y a les deux boutons de l'autre côté, l'action, puis ça fait beaucoup de choses qui n'étaient pas là avant. Je veux dire ceci, je trouve ça intéressant. Il y a 4 versions du iPhone 16, le de base, le Plus, qui a une plus grosse batterie, mais qui, en fait, est un petit peu plus grand aussi avec l'écran. Il y a le Pro et le Pro Max, et les 4 téléphones ont des affichages de dimensions complètement différentes. C'est pas juste 2 téléphones en version Pro et en version de base, ce sont 4 téléphones différents en termes de dimension. Il y a on a aussi aminci les bordures sur les modèles Pro pour avoir plus d'écran, plus d'affichage sur l'écran. Donc, c'est probablement là où on gagne justement cette espèce de différence d'affichage. C'est de 6,1 à 6,9 pouces, je pense, les dimensions d'écran. 6,1, 6,3 pour le Pro, 6,7 pour le Plus et 6,9 pour le Pro Max. C'est quand même des petits détails qui ne passent pas inaperçus. Il y a un nouveau processeur, comme d'habitude, A18 Pro sur les iPhone Pro et Pro Max. Pas surprise. Je dirais ceci à ce sujet, parce qu'on va parler tantôt d'Apple Intelligence, qui est l'autre grosse affaire, dans le fond, qu'on attendait avec ce téléphone-là, qui est l'intelligence artificielle générative qu'Apple introduit officiellement avec ce nouvel iPhone-là. On a trouvé le moyen chez Apple de prendre une application logicielle d'intelligence artificielle et d'en créer une version de base qui fait comme 80% de la job. Une version qui fonctionne seulement sur les modèles Pro, parce que le A18 Pro, le processeur, permet de faire des choses d'intelligence artificielle que le modèle A18 ne permet pas. Ça, je trouve que c'est... ça mérite dans le mauvais sens, là, de cette il y a aussi l'autre version qui va sur les nuages. Si jamais ça ne fonctionne pas assez, tu as celle qui va sur les serveurs et c'est ChatGPT qui est derrière. Là. Donc, c'est comme assez particulier d'appeler ça Apple Intelligence, qui est en fait probablement une version réembouteillée de ChatGPT. On dit que les outils de base sont à l'interne, ont été développés à l'interne, mais en même temps, aller savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mais ce sont sur tout ce qui se passe sur nuage, sauf quand c'est indiqué, c'est dans des centres de données qui appartiennent à Apple, avec des processeurs Apple, en tout cas. On promet un très haut niveau de sécurité. Cela dit, il faut quand même souligner ce détail. Là. On fait attention à la propriété des renseignements personnels. Sauf, évidemment, quand ça tombe chez ChatGPT, là, où ça soulève d'autres questions, parce qu'il y a aussi Google qui est partenaire dans toute l'affaire. Donc, il va falloir l'essayer. Ils vont peut-être changer à un moment donné de service. Je trouvais amusant que Apple Intelligence, allait être offerte partout où tu peux taper. Donc, même dans les applications tierces, ça va tenir compte du contexte. Fait que tu n'auras pas besoin de lui dire, tu peux lui dire qu'est-ce que je vois. Donne-moi des détails sur ce que je vois et tu n'as pas besoin de lui dire. Et le bouton supplémentaire pour l'appareil photo va permettre d'activer aussi Apple Intelligence, ce qui devrait permettre de faire un peu ce qu'on faisait avec Google Image Search ou avec Google, on pouvait depuis un moment, on pouvait prendre une photo. Google Lens, me semble. Le Google Lens, et on pouvait rapidement voir une devanture de restaurant, un édifice. Tu lui dis qu'est-ce que c'est.
puis Google Lens l'analysait. On va avoir l'équivalent avec le petit bouton supplémentaire. La chose qui arrive, on va en reparler tout à l'heure, mais les fonctions d'intelligence artificielle ne seront pas avant 2025 en français, ce que je comprends. Ça va être offert en anglais fin de l'année, pas avant 2025 en français, ce qui est un peu décevant. La fonction que j'ai trouvée intéressante, c'est que les textos satellites vont être disponibles au Canada. Donc, il semble qu'on va pouvoir texter si jamais on est dans une zone où il n'y a pas de réseau. Pour l'instant, ce serait gratuit. Ça reste gratuit. Moi, je m'attends à ce qu'ils nous fassent un petit paiement mensuel ou que ce soit inclus dans des services. C'est comme un peu incongru que ce soit offert gratuitement. Ça va venir un jour, forcément. Ben oui. Et voilà, c'est un cas d'utilisation assez rare en 2024. On est dans une zone sans couverture cellulaire, mais ça peut être drôlement pratique. Et c'est plus juste des textos d'urgence. On va pouvoir, je comprends bien, là, écrire à sa blonde, je suis en retard, je suis pris dans le bois, et texter comme ça. Ça va changer la donne, je crois. Ça va être très intéressant pour les gens qui s'en vont dans des endroits reculés où la couverture cellulaire est mauvaise. Ben, on commence lentement, mais de plus en plus, on va avoir des applications par satellite, j'ai l'impression, sur les appareils mobiles, parce que les réseaux satellites de basse orbite qui fournissent l'Internet dans les régions reculées sont de plus en plus performants. Ben oui. Donc, ce serait un peu absurde de ne pas les utiliser définitivement, mais un jour, on va finir par payer, il n'y a aucun doute. Durant toute la présentation, là, il y a d'autres accessoires, il y a d'autres produits qui ont été présentés par Apple, mais en aucun moment, on a parlé d'autonomie de batterie d'aucun des appareils. Non. C'est fou, pareil. C'est un des top 3 éléments que les gens regardent quand ils achètent un appareil électronique mobile. Et alors, on dit ils ont tous une journée d'utilisation, une pleine journée. Allez savoir ce que ça veut dire, parce que la dernière fois, sur l'Apple Watch, entre autres, la pleine journée faisait 18 heures. Oui. Donc, apparemment, il y a 6 heures qui flottent qui est inutile dans chaque jour. Mais on a entendu que c'était toujours le meilleur appareil qu'Apple a jamais fait. Et ça, je me dis, mais quel argument de base qu'Apple, c'est pas du monde nono, là. Pourquoi ils répètent? Il me semble que c'est normal que le nouveau produit, notre nouveau Tide est moins bon que l'ancien. Attention tout le monde. Non, ils font jamais faire un appareil moins bon que le précédent. Ils vont toujours aller de l'avant. Puis de le répéter sans cesse que c'est le meilleur téléphone ou appareil qu'Apple a jamais fait. Je me dis, mais pourquoi? Ça rassure. On s'en doute. Ça rassure. Dans les comparaisons de performance, entre autres choses, parce que là, on a amélioré. Sur l'iPhone de base, on a aussi, tu le disais tantôt, que le PlayStation Pro, mais c'est un terme qu'on voit de plus en plus, du ray tracing accéléré par le matériel, comme sur les versions Pro l'année dernière. Donc, on fait beaucoup de clins d'œil aux gamers, aux joueurs et aux jeux de grande qualité pour l'iPhone de base maintenant. Donc ça va être intéressant. J'ai hâte de voir l'autonomie, sérieusement. Les prix inchangés, 1100 quelque chose et 1449 pour le Pro de base. Ça va vite, là, on peut monter à pratiquement 3000 $ en équipant un Pro Max un peu, là, en mettant le maximum de stockage et tout ça. Donc on vous recommande chaudement de mettre un étui autour de ces petits bijoux, parce qu'on ne veut pas l'endommager trop vite. Et pourtant, il y a un écran supérieur à tous les autres en termes de résistance au choc. Ouais. C'est assez flyé. Apple Watch Series 10, qui est plus mince, qui a un écran plus grand, on a amélioré la visibilité en plein jour, plus de luminosité, de visibilité en diagonale. Ben, on a dit qu'on a amélioré la visibilité de l'angle de chaque pixel OLED. Je ne sais plus trop exactement comment ils l'ont dit, mais effectivement, qu'on peut regarder en angle et on en voit mieux. Parce qu'on regarde, je sais pas, je regarde toujours ma montre comme ça. En tout cas, peu importe. On a mis ici, encore une fois, les bordures de l'affichage pour gagner en espace utilisable sur le cadran. Semble-t-il que l'écran de la montre 10, la série 10, affiche plus d'informations que la Watch Ultra, qui était la grosse montre. Watch Ultra qui avait pour seule nouveauté cette année d'être offerte en noir. Voilà, ça c'était facile à faire comme point. Mais la série 10, effectivement, nouveau design, même, si j'ai bien compris, même connecteur de bracelet, ça n'a pas changé de ce côté-là. Donc pour les gens qui ont déjà des bracelets, ce ne sera peut-être pas un irritant à ce niveau-là. On peut évidemment juste remplacer le cadran de la montre comme tel à ce moment-là. Mais on a amélioré quelques fonctions logicielles dans l'Apple Watch aussi. J'ai trouvé, et je ne sais pas si je tombe dans le caricature ou le stéréotype, quoi, on présentait l'Apple Watch de plus en plus comme un produit de lifestyle, je veux dire, féminin, avec les bracelets fins, ces choses-là, alors que l'Ultra, on l'ajoute très, très gars d'une certaine façon. Donc, je suis curieux de voir si c'est effectivement comme ça qu'on va les présenter dans le marketing ensuite. Mais effectivement, les nouveautés... on fait du rattrapage sur certaines choses, parce que le suivi des cycles menstruels, tout ça, c'est relativement nouveau. Donc, effectivement, il fallait insister là-dessus.
Je serais curieux de voir le démographique qui achète une Apple Watch. Quel est l'acheteur typique ou l'acheteuse typique d'une Apple Watch, juste pour le fun. Donc, ça, c'est un truc. Des personas de marketing. On peut aussi parler des AirPods, du nouveau AirPods 4 en 2 versions. Version de base, version avec annulation de bruit active. Ça, j'ai hâte de voir ça. Très curieux. Plus cher, évidemment. Je crois que c'est 249 Canadiens pour la version avec annulation de bruit active. Fait que tu as les AirPods 4 de base, ceux avec annulation de bruit active. L'étui est plus petit. Les AirPods Pro 2 qui se transforment en appareil auditif. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça a été approuvé par la FDA américaine. Ça a été approuvé par la FDA américaine hier. Donc, ça peut être officiellement utilisé... approuvé par le Santé Canada des États-Unis comme appareil auditif. Fait que tu vas pouvoir, avec tes AirPods Pro, calibrer ton audition et ça devrait te donner l'équivalent d'appareil auditif à prix raisonnable, je trouve. Donc, on va voir pas seulement les jeunes ados avec des écouteurs dans les oreilles 24 heures par jour, on va voir nos parents aussi avec nos parents qui vont pouvoir porter des écouteurs pour mieux entendre et c'est beaucoup plus... Je pense qu'il y a un gros stigmate autour des appareils auditifs. J'ai des proches qui en portent et puis sont très, très gênés de ça. Puis je me dis, il n'y a pas de raison. On porte des lunettes sans gêne. Il y a pas devrait pas avoir ce problème-là. Puis ils ont aussi, dans la présentation, ils ont mentionné que pour protéger l'audition des jeunes, il y a justement une protection des bruits ambiants avec l'annulation active. Qu'ils aient apporté cet élément-là de moins technique, mais plus axé justement sur le fait qu'on ne veut pas non plus se brûler les tympans, ce que bien des jeunes font. Et c'est pas nouveau, c'est depuis l'existence du Walkman même qu'on disait à l'époque, je me rappelle dans la fin des années 80, il y a un gros reportage sur la musique qu'on écoutait dans nos oreilles qui faisait que les jeunes n'entendaient plus rien déjà à l'époque. On s'en tire pas si mal. Perte d'audition, mais juste en vieillissant, les pertes de fréquence, on entend moins bien, on se demande pourquoi, on fait répéter les gens. C'est ce qui est arrivé avec la personne près de moi. Et à un moment donné, elle se rend compte qu'elle a une bonne surdité à certains niveaux. Puis avec l'AirPods Pro, peut-être que c'est ce que je vais lui offrir pour Noël. Je pense que ça pourrait l'aider beaucoup. C'est une bonne idée. Je vais revenir, Pascal, sur Apple Intelligence parce que justement, on en parlait beaucoup. Et là, évidemment, ce qu'on a vu, ce sont les limites un peu de l'outil d'IA générative qu'Apple présente parce qu'on le sait, il y a beaucoup de concurrence avec surtout Google et Microsoft dans le marché grand public. Là, Microsoft avec Copilot. C'est déjà offert sur les téléphones Android, c'est déjà offert sur Microsoft avec Copilot. Apple va lancer son intelligence artificielle, fait que tout le monde l'attend avec une brique et un fanal. Est-ce qu'on va dire, comme d'habitude, que Apple a attendu, mais là, ils ont réussi, ou ils vont se heurter au même... écoute, c'est une bonne question. Évidemment, on l'a dit tantôt, il n'y a pas d'urgence à se précipiter et acheter un iPhone 16 si on veut vraiment les outils d'intelligence artificielle au Québec en plus, parce qu'on n'aura pas en français avant probablement le printemps prochain, ce qui est souvent le cycle de mise à niveau logiciel d'Apple. C'est loin, là. C'est vraiment après Noël. Là, genre, il y a un peu comme penser un cadeau de Noël qui serait pas ça, mais vous faites comme vous voulez, évidemment. Ça, c'est, à mon avis, le plus gros truc. Et c'est un peu étonnant parce que les outils, tu sais, ChatGPT, il parlait comme 40 langues dès le jour 1. Là, fait que j'imagine que je sais pas qu'est-ce qui motive cette décision-là. Peut-être que l'application devenait trop lourde pour un iPhone en termes de stockage, en termes de taille d'application. Peut-être aussi qu'on voulait un peu limiter l'adoption au début. On l'a fait avec Siri au début aussi quand c'était en bêta. Là, on l'a fait qu'en anglais pour voir quel usage les gens feraient pour ensuite élargir à tout le monde. Mais ça reste une grosse limite. Je remarquais qu'il y a peu d'intégration vocale pour automatiser des tâches complexes. Un des irritants des assistants numériques, Siri, Alexa et les autres, c'est qu'on peut leur demander seulement une tâche à la fois. Genre, allume la lumière. On ne peut pas lui demander, allume la lumière et mets-la en tel niveau d'intensité ou telle couleur ou je ne sais pas quoi. Et là, si j'ai bien compris, c'est pas quelque chose qu'on peut faire non plus avec Apple Intelligence, avec Siri boostée à cette IA-là. Donc ça, on a peut-être raté l'occasion déjà tout de suite d'arriver à quelque chose qui serait un peu plus complet en termes d'interface vocale, ce qui serait le fun parce que quand il y a beaucoup de situations où si on pouvait demander 3 choses dans une même phrase à son téléphone de façon vocale, dans la voiture, entre autres, dis-moi quel est le meilleur chemin pour se rendre à telle place sans avoir à pitonner pendant qu'on conduit, au travail, pendant une réunion, des choses comme ça. Il y a des situations où on peut le faire, puis ça... Il rate un peu de ça. Il y a des éléments de... Ça, je trouvais... Celle-là, je l'ai volé à un blog américain qui disait tant qu'à avoir accès à toutes vos données sur votre téléphone, pourquoi on n'a pas un petit assistant de finances personnelles ou de détection de courriels frauduleux ou un petit côté de...
On va vous aider avec vos Sécurité. données numériques, puis parce qu'on peut, tu sais, c'est facile d'embarquer dans un abonnement sans trop le savoir. C'est facile de cliquer sur un lien qui est frauduleux. Et il n'y a comme pas cet outil-là qui pourrait dire ah! Nos algorithmes puissants savent, ou en tout cas soupçonnent que vous allez cliquer sur un lien qui va soit vous amener à un mauvais site, ou soit vous inciter à payer un peu trop cher pour quelque chose. Ça, j'avoue que ça aurait été extrêmement puissant comme outil. Il n'y a pas ça. Peut-être qu'il pourrait l'avoir plus tard, mais le premier qui fait ça, je pense, va avoir un bel avenir avec son IA générative. Il y a aussi, et ça, il y a une intégration limitée des données de santé et de bien-être. Il n'y a pas d'intégration tant que ça avec l'Apple Watch et les autres appareils de l'écosystème Apple. Je pense que Google est rendu plus loin avec Fitbit, entre autres, et Gemini là-dessus. Et ça, clairement, il va y avoir du rattrapage à faire, mais de pouvoir parler à Siri ou à peu importe à qui, qui nous dit, écoute, tu t'en vas courir, c'est correct, mais cours pas trop fort parce que tu es à tel stade de ton processus de récupération. Il me semble qu'il y aurait une intelligence là, qui serait le fun d'avoir dans sa poche et on la trouve pas non plus. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Et effectivement aussi, puisque... et je parlais à qui je parlais de ça? Je parlais avec un prof de HEC cette semaine qui me disait la différence entre l'intelligence artificielle et le développement numérique, par exemple sur l'Internet, la création de sites web, telle qu'elle est faite depuis des années, c'est que tout est fait pour nous empêcher ou nous limiter le niveau de réflexion qu'on a à faire avant de poser un geste. Sur un site web, tout est optimisé pour qu'on arrive directement au bon bouton qu'on veut cliquer. Souvent, les sites veulent nous faire acheter, donc ils mettent tout en valeur pour qu'on clique sur « Achète maintenant ». L'intelligence artificielle, c'est un peu le contraire. C'est que c'est une béquille à la réflexion qui devrait nous inciter à réfléchir un peu mieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir et qui, à mon avis, devrait être développé pour qu'un outil comme ça puisse justement t'aider à mieux comprendre un site web, à mieux comprendre quels sont les... Oui. Par exemple, quand on va sur un site pour s'abonner à un service, souvent, le service va pousser l'abonnement annuel parce que c'est plus rentable pour eux, alors qu'il existe un abonnement mensuel. Des choses comme ça. Il me semble qu'une bonne IA devrait pouvoir vous dire « Oh, voici le meilleur forfait, la meilleure chose pour toi. » Et ça, effectivement, on ne le voit pas non plus. Et ça aussi, ce serait une forme d'intelligence intéressante. Donc, à suivre de ce côté-là, j'ai hâte de voir effectivement si ça va évoluer vers ça. Parce que là, on est clairement au 1.0 en ce moment. Ben oui, moi, je sais que depuis des années, on parle... à un moment donné, c'était la mode de parler d'agents intelligents. Qui allait faire les courses pour toi, qui allait surveiller les prix. Tu pourrais dire à ton assistant, je veux m'acheter tel article, dis-moi quand il va être en solde. Puis dis-moi où. Puis là, tu reçois un message qui dit « Hey, j'ai fouillé sur Internet, puis ça trouve ça. » Ces agents-là intelligents, dans son appareil, ce serait assez fantastique de pouvoir, en temps réel ou presque, t'indiquer voici ce que tu devrais faire aujourd'hui. Comme tu le dis, c'est le temps de t'entraîner, prends donc du temps, je te sens stressé, tu consultes plus ton téléphone que d'habitude. Mais il faut que ça donne des conseils qui sont pertinents. Parce que si on utilise des appareils de santé, moi, ça me dit t'as mal dormi, va t'entraîner, t'es en pleine forme. C'est comme, voyons. Des fois, il dit les deux choses complètement différentes. Là. C'est ton entraînement, t'es en désentraînement, t'as mal dormi, va t'entraîner, c'est le temps, t'es en pleine forme. Je comprends pas comment les recommandations fonctionnent avec la bague connectée, il y avait circulaire, entre autres. Oui, celle aussi. On donne vraiment tout et son contraire parce que c'est l'intelligence artificielle qui te donne des conseils, puis je suis pas convaincu. Mais quand l'intelligence n'est pas intelligente, clairement, ça décourage pour la suite, effectivement. Mais c'est ça. Ça fait le tour des nouveautés Apple et de notre commentaire là-dessus. Je pense qu'on a quand même livré quelque chose d'assez intéressant. Ça vous donne des bons outils pour décider si vous en faut un ou non. Je vais rajouter une dernière chose. Quand les comparaisons étaient faites de performance, on citait beaucoup l'iPhone 12 comme l'espèce de plus vieux téléphone avec lequel on se comparait. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être l'espèce de clientèle qu'on cible avec ce nouveau téléphone-là. Si votre téléphone est un iPhone 12... ou plus vieux, c'est peut-être ça, c'est peut-être à vous que s'adresse ce nouveau téléphone-là. Possiblement. Écoute, le rose va être celui qui va avoir le plus de succès. J'ai fait une entrevue à la radio, puis on me demande quel nouveau iPhone tu devrais acheter, puis j'ai dit, le rose. Ça m'est arrivé trop de fois d'expliquer en long et en large les subtiles nuances entre différents appareils. Finalement, m'en prendre le rose. Si vous êtes dans le doute, Prenez le rose. Bon, voilà. On va sortir de l'écosystème d'Apple. Pour parler de l'écosystème Android, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ça a commencé
en Asie et ça s'en vient ici tranquillement. On n'a pas de cas documenté ici, mais semble-t-il que le mouvement est bien amorcé. Il y a un nouveau logiciel malveillant qui circule un peu partout, qui a débuté pas mal sur Telegram. Donc, les gens qui utilisent cet outil je ne sais pas si on peut dire réseau social, mais c'est une application certainement de messagerie qui est très populaire un peu partout dans le monde. Et le logiciel s'appelle Agina. Agina. En fait, c'est un logiciel malveillant qui se déguise en application bancaire, en service gouvernemental ou en utilitaire, style pour changer les icônes sur son lanceur Android, des choses comme ça, qui fonctionne tout à fait complètement normalement, mais qui, évidemment, à l'arrière, a des outils qui permettent d'exploiter les fonctions du téléphone à l'insu de l'utilisateur, ce qui est toujours, n'est-ce pas, la norme dans ce genre de logiciel-là. C'est une agence qui s'appelle le groupe IB, qui a découvert, en fait, qui est tombé sur carrément le fichier APK de l'application sur Telegram, justement. L'APK, c'est le fichier d'installation d'application qu'on utilise quand on passe, on l'utilise aussi dans le Play Store, mais quand on veut charger des applications qu'on trouve ailleurs que sur le Play Store, c'est un fichier avec l'extension APK qui apparaît. Et là, ce qu'on a, c'est ce logiciel malveillant qui a l'air caché dans les applications légitimes. Il y a aussi des messages de spam qui sont envoyés avec seulement la pièce jointe. Donc, vous pouvez peut-être avoir un courriel et ça ressemble à une promo. Là. Ça ressemble à « Hey, vous devez absolument cliquer ici et remporter un prix merveilleux. » Et là, paf, il n'y a pas de récompense. Ou en fait, la récompense, c'est pas une bonne récompense parce que c'est un logiciel malveillant. Ça ressemble beaucoup à Temu. Temu, si j'ai fait une expérience, j'ai fait un achat, puis ça te fait beaucoup de promos, tu as des cadeaux gratuits, cliquez ici, cadeaux gratuits, très... et donc ça, c'est le genre de piège à virus. À chaque fois que je vois ça, j'ai des petits frissons dans le dos. Donc, faites attention à ça. On va vous donner quelques conseils rapidement. Comment se protéger? Ça vaut tout le temps pour tout. Il faut vérifier les mises à jour de son téléphone. Toujours avoir la dernière version d'Android, c'est important. Vérifier les sources qui vous envoient des éléments. Si vous pensez faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur Telegram, c'est clairement à vos risques et périls. Évitez de télécharger des applications à l'extérieur du Google Play Store, parce que sur les plus récentes versions d'Android, en plus, il y a comme une espèce de protection additionnelle qui surveille d'où viennent les applications pour protéger justement des applications tierces qui peuvent être frauduleuses. Vérifiez les autorisations demandées quand vous installez l'application. Et ça, souvent, on voit la liste, et de plus en plus, c'est des pop-up. Est-ce qu'on peut utiliser votre micro? Est-ce qu'on peut utiliser votre Bluetooth? Est-ce qu'on peut utiliser votre localisation, des choses comme ça? Des fois, les applications trop gourmandes, ça devrait vous signaler qu'elles sont peut-être justement pas 100% axées sur la tâche que vous pensez qu'elles devraient accomplir. Et évidemment, on ne clique pas sur des liens, dans des textos, dans des courriels, dans tous les messages et toutes les communications qu'on peut imaginer quand on ne sait pas qui nous les envoie et qu'on ne sait pas où elles s'en vont, parce que c'est souvent le meilleur moyen pour les pirates de nous déjouer. Voilà. C'est la fin des actus, qui étaient lourdes et chargées et pleines d'informations pertinentes cette semaine. On va prendre un petit instant pour aller chercher nos bébelles et on vous revient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à une tasse de tech. Dans la vie, on peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Oh! Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3 500 $ sur le BZ4X 2024, en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetezmatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est ce moment de l'émission où on vous parle d'appareils qui pourraient changer votre vie. Ou pas. Ça dépend ça dépend de votre vie, en fait, et ça dépend de l'appareil, évidemment. Mais toi, tu as un truc assez intriguant, Pascal, sous la main. Mais qu'est-ce donc que ce qui me semble vraiment... écoute, c'est un truc pour découdre, là, non? Défaire les coutures sur un vêtement? Oui, c'est pas exactement ça. C'est un otoscope. C'est le Beebird Home 30S. C'est un petit appareil qui permet de regarder dans son oreille comme les médecins. Je vous dis tout de suite, je fais une parenthèse, je ne suis pas médecin, je ne recommande pas de mettre d'objets dans son oreille plus gros que son petit doigt, c'est le conseil de santé. Sauf que c'est en vente sur Internet, on m'a proposé de l'essayer et ça donne que, je parle de ma vie personnelle un petit peu, j'avais des problèmes de sinus et on m'a percé un petit tube dans mon oreille.
Puis je me dis, de quoi ça a l'air, de quoi ça a l'air, de quoi ça a l'air? On me propose l'otoscope, je regarde dans mon oreille avec le petit tube et je peux voir mon petit tube dans mon oreille et c'est fantastique. La résolution de la petite caméra, là, c'est 3 mm de largeur. C'est une toute petite caméra qui peut entrer dans toutes sortes d'orifices. Et là, je vais dire le mot orifice qui va faire sourire les gens. Mais je l'ai glissé, j'ai regardé le fond de mon clavier. Tu vois toutes les... Écoute, c'est magique. C'est comme un microscope portable qu'on peut utiliser pour regarder, pas juste dans son oreille, on peut regarder son environnement. On peut regarder sa peau. Il y a un mode pour regarder sa peau. Et il y a un petit embout ici qui permettrait de gratouiller. Il y a des petites pinces. Ça se détache avec une petite vis. On ne veut pas qu'il y ait d'objets qui tombent ou qui se détachent dans son oreille. Donc, ça se visse de façon assez sécuritaire. On peut, si on veut détacher, il y a une partie en métal qu'on peut détacher pour que l'embout soit souple. C'est une petite fibre optique. Donc, on pourrait se glisser dans un conduit qui n'est pas parfaitement droit parce que la petite caméra est flexible. Il y a un petit éclairage dedans, donc on peut éclairer dans des endroits sombres. Et quand on l'éteint, on a pendant quelques secondes une petite lumière ultraviolette qui désinfecte l'appareil pour enlever les petites bactéries et les microbes. Et ce qui est flyé, c'est que le 30S, la compagnie Beebird fait plusieurs otoscopes comme ça, de résolution 10 mégapixels autour de... Écoute, il y en a qui sont aussi peu que, je pense, trentaine de dollars sur Amazon. Je vais mettre un lien sur mon site, je vais mettre un lien dans la vidéo du podcast. Mais ce qui est fantastique, c'est que le 30S, c'est un kit qui se veut familial. Oh mon Dieu! Et là, je te vois la tête. Tu as un support, un peu comme les supports à brosse à dents électriques avec différents embouts qu'on peut mettre dedans. Tu as des petites boîtes d'accessoires pour chaque membre de la famille. Eh bien. Donc, tu peux pour papa, maman, tu peux pour les enfants. Je recommande pas de laisser ça à portée des enfants, évidemment, mais on peut ouvrir la petite boîte et on a des petits accessoires. Ceux qui nous regardent en vidéo, pour les gens qui veulent nettoyer les oreilles de toute la famille. Et voilà. Et donc, on a les petites pincettes, les petits grattoirs, les petits trucs collants. Fait que, écoute, sur le site, on indique que c'est pour justement, là, si un enfant se met un objet dans l'oreille, je déconseille de le faire au Québec. On a un soin de santé gratuit, laissez un professionnel le faire, mais on peut regarder. Et aussi, ça c'est fantastique, il y a un mode couple dans l'application. L'application est super bien faite, ça se connecte au réseau Wi-Fi de la caméra. C'est une caméra qui diffuse Wi-Fi pour avoir une bonne bande passante. Signal. Ben oui. Donc, on a un très bon signal, ça marche très bien. Et on peut utiliser un mode couple. Ce mode couple-là diffuse une petite musique d'ambiance. Parce que paraît-il que se regarder les oreilles en couple est une expérience particulièrement affriolante. Ah bon? Est-ce que j'en ai fait l'essai? Je n'en parlerai pas dans ce podcast-là. À moins qu'un avocat se présente et me représente. Oui, il y en existe. Mais c'est assez particulier d'avoir le mode couple qui te permet de choisir de la petite musique sensuello, douteuse pour se décrotter les oreilles en couple. Et donc, je trouve ça très drôle. J'ai vu que le kit était environ 160 $ canadiens. C'est le kit, évidemment, avec tous ses accessoires. Familial. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a des petites pinces, toutes petites. Si jamais, encore une fois, je m'éloigne de l'oreille. Si vous faites des réparations électroniques, vous avez besoin de retrouver des vis, des objets brisés, vous pouvez les fouiller dedans avec la petite pince. Et il y a même une petite poire qui permet de mettre du liquide dans l'oreille au bon endroit. Wow. Donc, on a une petite poire qu'on peut ajuster, on peut appuyer, puis plouc, mettre ces 2 gouttes de liquide avec son otoscope et voir le résultat. On peut prendre des photos, on peut prendre des vidéos de ça. Ah oui. C'est assez fascinant. J'ai plein de photos de mon petit tube dans l'oreille, l'évolution de la cicatrisation et tout. C'est particulier. Je me trouve un peu creepy. Pour le médecin en herbe qui veut tout connaître, c'est un point de départ. Écoute, j'ai toujours été fasciné. Stéthoscope, télescope, microscope et compagnie. Fait que là, avec un otoscope, là, je passe souvent... C'est devenu un vice. Et encore une fois, il faut faire attention, faut pas se percer les tympans avec ça, faut pas mettre ça à portée des enfants. C'est peut-être probablement une mauvaise idée, mais ça existe. Et le kit familial Beebird Home 30S
me procure énormément de plaisir. Je vais publier un billet là-dessus avec une photo du fond de mon clavier. C'est dégueulasse. C'est effrayant ce qu'on voit c'est avec pas toujours pour eux, c'est la ça, petite caméra de haute résolution. Images de choses pas très belles, c'est ça qui arrive. Exactement, des images de 10 mégapixels de pas beau. C'est troublant. Merci Pascal. Toi, tu vas parler de quelque chose de plus utile, évidemment. Écoute, l'embargo élevé, je peux en parler, la Google Pixel Watch 3. La nouvelle version de la montre connectée de Google, qui est la meilleure montre Google à ce jour, hein, on peut dire ça pour rigoler un bon coup. La grosse nouveauté cette année, c'est qu'elle arrive en version 41 et 45 mm. Et là, je veux dire, il était à peu près temps qu'on ait une de belles dimensions. Oui. On a beaucoup amélioré l'affichage parce que le cadre était extrêmement large. Il y avait vraiment très peu d'affichage utile sur le cadran de la montre avant la Pixel Watch 3. Là, la Pixel Watch 2 était intéressante, mais c'était pas un produit qu'on recommandait d'acheter. Là, la Pixel Watch 3, je trouve que, personnellement, je n'aurais aucune misère à dire aux gens d'en acheter une. Les gens qui cherchent une montre connectée pour leur téléphone, Pixel, évidemment, mais Android au sens plus large, parce que c'est quand même basé sur Wear OS, donc on peut la jumeler avec d'autres appareils. C'est une montre qui se veut... Écoute, j'aimerais dire haut de gamme, mais quand on l'achète, elle arrive en 2 versions, je l'ai dit, et les prix sont de 450 et de 550 $. Donc, c'est pas 480, pardon. Donc, c'est pas une montre qui est particulièrement abordable. Et on l'achète et on obtient un bracelet en silicone noir extrêmement décevant. Donc, c'est sûr qu'il faut tout de suite acheter un autre bracelet. Et les bracelets faits exprès pour la Pixel Watch coûtent très cher. Ce qu'on peut faire, et c'est ce que j'ai fait, on peut acheter pour 10 $ un petit adaptateur qui nous permet d'avoir les fameuses, mon Dieu, les bracelets génériques pour n'importe quelle montre de 22 mm. Des bracelets standards que tout le monde devrait utiliser. Il n'y a aucune raison d'avoir des bracelets propriétaires. Exact. Et après ça, on peut mettre le bracelet de son choix et ça coûte, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Et c'est universel à partir de là. Donc ça, c'est un truc que je dirais aux gens qui achètent une Pixel Watch 3 de faire dès le jour 1. Achetez-vous le petit adaptateur, puis vous mettez le bracelet de votre choix, puis il n'y aura pas de casse-tête parce que les connecteurs sont propriétaires, comme l'Apple Watch. On a fait vraiment le mauvais choix, à mon avis, de ce côté-là. Bonne idée. La montre est ronde, ça c'est un gros plus. Il y a la couronne qui fonctionne de plein de façons et il y a un petit bouton caché juste au-dessus de la couronne qui permet de fonctionner, d'activer d'autres fonctions, notamment d'aller dans l'interface où il y a les applications les plus récemment utilisées. Donc, on peut rapidement retourner une application à travers ça. On a amélioré beaucoup les capteurs, on a amélioré le processeur. Tout ça est plus précis que jamais. Google, vous le savez, a acheté Fitbit il y a quelques temps et on a un problème, on joue sur les 2 plateaux. Donc, on a Google Fit qui a des applications, des suivis de santé, d'exercice, et on a Fitbit qui fait la même chose de son côté. Et les deux sont offerts, sont pas entièrement intégrés l'un dans l'autre, donc c'est un peu mêlant. Fitbit a une version premium à laquelle il faut s'abonner pour en profiter, qui donne des conseils d'entraînement de façon plus généraux, là, qui fait de l'interprétation de données plus avancée, qui donne des conseils dans tous les sens, y compris le suivi du sommeil. C'est une grosse montre, je trouve. J'aime beaucoup les grosses montres. Donc moi, ça fait bien mon affaire, mais moi, je trouve que ça te va bien, en tout cas. C'est très beau. Merci beaucoup. Le suivi du sommeil sur un appareil comme celui-là, je suis pas certain. C'est peut-être une question de goût. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec leur montre. Ces gens-là, je leur souhaite de bien dormir et de faire le suivi. Mais les gens que ça agace, elle va pas passer inaperçue. Vous savez que vous avez une montre au bras. Donc ça, c'est peut-être un petit peu délicat. On a toute la partie suivi de santé, exercice, tout ça. Ça m'apparaît, je n'ai pas fait des analyses très poussées, mais ça me semble tout à fait correct, bien précis, exact dans l'analyse des données, tout ça. Donc, c'est une montre qui n'est pas comme la OnePlus j'avais essayé il y a un petit bout de temps, la OnePlus Watch 2, qui était genre 30% off sur les rythmes cardiaques et ces choses-là par rapport aux autres montres que j'ai essayées en même temps. Elle est précise, comparable aux autres montres, donc il n'y a pas de question de ce côté-là. Du côté du multimédia, de la partie plus connectée de la montre, Wear OS est un super système pour des montres que Google apparemment ne comprend pas très bien lui-même. On limite beaucoup l'utilisation de l'écosystème Wear OS. C'est pas toutes les applications qui fonctionnent. Ce sont aussi c'est une interface qui a été simplifiée. Sur les montres Wear OS, jusqu'à tout récemment, il y avait une série de gestes avancés pour l'opérer d'une seule main sans toucher à l'écran. Un petit mouvement du poignet, un petit mouvement de la main, et là, on pouvait déplacer les éléments à l'écran. Tout ça a été effacé, enlevé complètement. On ne peut plus faire ça du tout. Et on perd, là, à mon avis, une qualité pour les power users, les gens qui veulent une montre et qui sont comme assez avancés sur la façon dont ils veulent l'utiliser, que Apple commence à reprendre de son côté. Sur l'Apple Watch, on peut double taper de l'index sur le pouce si on active des choses.
Avant, on pouvait faire plein d'affaires comme ça sur Wear OS, sur les montres Wear OS, et là, on peut pas faire ça sur la Pixel Watch. Et je trouve que ça, c'est un recul, et c'est un peu dommage parce que c'est purement logiciel. Toute la quincaillerie est là pour le faire, et là, on l'a retiré. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. On a l'option d'installer YouTube Music ou Spotify sur la montre nativement. Dans les deux cas, il faut s'abonner pour en profiter de façon hors ligne, pour télécharger de la musique hors ligne. On peut le faire, par contre, sur YouTube, mais c'est un peu limité si on n'est pas abonné à YouTube Premium. J'aime pas beaucoup l'interface et j'aime pas l'expérience de YouTube Music. Donc, je suis pas un fan. Spotify, c'est pas natif. C'est pas natif à Google ni à Android. Donc, ça fonctionne bien. Mais sur la montre, c'est pas commode. Il faut aller sur le téléphone, idéalement, puis l'interaction entre le téléphone et la montre dans Spotify n'est pas top. Donc ça mériterait, à mon avis, d'être peaufiné. On peut évidemment contrôler la musique sur son téléphone à partir de la montre, puis la question ne se pose pas, parce que là, on jumelle les écouteurs au téléphone et on a tout ce qu'il faut. On peut le faire aussi sans téléphone sur la montre, et c'est là où ça se complique un peu. Personnellement, j'aime beaucoup mettre la musique sur ma montre quand je pars courir dans le bois, sans téléphone, et d'avoir tout ce que j'ai besoin sur mon poignet. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une connexion LTE par eSIM là-dedans qui peut être configurée manuellement. Donc, on peut rapidement, mettre une eSIM et partir. Je pense qu'ici au Canada, parce que c'est le Canada qui est le beau grand pays, faut que ce soit notre opérateur qui installe la eSIM. On ne peut pas le faire avec une eSIM indépendante. Donc, ce serait pratique de juste dire, je vais mettre une eSIM $10, puis ça va durer un mois, puis je vais être bien content, mais je pense pas qu'on peut le faire. Ça aurait été le fun. En vacances, en déplacement, tu veux laisser ton téléphone à la maison quand tu vas t'entraîner. Exact. Tu installes vite une eSIM, puis... Mais j'ai pas trouvé cette fonction-là. Il y a des fonctions, il y a des jeux en masse, des petits jeux c'est étonnant, là, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a une autonomie d'une journée. Comme Apple, là, une journée de je sais pas combien d'heures, c'est pas 24 heures, il faut la brancher. On se branche, il y a le chargeur. Un jour, je ne sais pas si on va y revenir, mais les chargeurs pour les montres, là, les petits connecteurs ronds aimantés, il n'y a pas deux montres pareilles. Hein, il n'y a pas deux chargeurs pareils. Non, c'est ridicule. Fait qu'il faut le traîner partout parce que si vous l'oubliez, vous ne pouvez pas charger votre montre. Il y a un mode super écono là, de batterie qui permet d'étirer l'autonomie jusqu'à, je pense, 3 jours. Mais on voit seulement l'heure. Et très peu de choses pendant 3 jours. Donc, c'est un peu... c'est une belle... Ça dépanne, mais allez pas dans le bois avec ça, ça va pas vous sauver. Là, ça va pas placer votre sentier pour vous, disons ça comme ça. Ouais. Et donc, pour le prix, c'est quand même... Écoute, c'est une belle offre. L'écran est beau, la luminosité est pas mal, il y a un beau choix de cadran, on peut vraiment personnaliser la montre de façon incroyable. Elle est un peu chère. Je vous dirais que si elle était $100, si ça partait à 350, ça partait même à 300. Je serais comme, on a quelque chose de bien, mais là, 550? Oui. On est dans les mêmes eaux que l'Apple Watch, sans avoir la finition, puis la 5e, 6e, 10e génération, vous avez rendu à combien pour l'Apple Watch? C'est la 10e, effectivement, donc c'est un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça. On a bien rattrapé. Là, on a une montre, un produit qui est achetable, je dirais, par rapport aux 2 autres générations de la Pixel Watch. Celle-là, j'ai aucune misère à dire. Si vous en achetez une, vous n'allez pas être déçu nécessairement, mais vous allez payer cher pareil. Il existe plein de montres de marques tierces qui font à peu près la même chose. Et là, Google devrait besoin de retravailler son offre d'application puisque Wear OS devrait être un petit peu plus ouvert qu'il l'est en ce moment. Et on aurait quelque chose de très bien. Et on devrait avoir plus de... À mon avis, il faudrait une application musicale un peu plus boostée pour la montre, une meilleure gestion de ces choses-là. Et on aurait quelque chose de gagnant. Mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Je veux dire ça comme ça. Ça fait un bon slogan. Ça pourrait être ça le nom. La Pixel Watch 3, 2 points. On n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin, mais on n'y est pas encore. Mais écoute, on est rendu à la fin du podcast. C'est le temps de remercier nos partenaires. Oui, on est rendu là. TELUS, Plan Hub, merci d'être là. C23, le groupe Cogeco qui distribue et diffuse notre podcast partout au Québec. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette, merci beaucoup de faire qu'on sonne et qu'on est à notre meilleur vocalement. PascalForget.com, vous pouvez me suivre. Alain, on peut te lire dans la presse et dans plein de périodiques de qualité. Dans la presse, principalement, effectivement. Et ici, dans le bel environnement Cogeco, vous pouvez voir nos anciennes balados. Vous pouvez nous écouter. Des fois, on est à la radio de temps en temps. Donc, syntonisez et vous nous entendrez. Ou abonnez-vous à nos balados. Hein, pourquoi pas? Parce qu'on en a plein. Et on en a d'autres qui s'en viennent. On en a un la semaine prochaine aussi. Mais entre-temps, nous, on va prendre une petite pause. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Dans la vie,
On peut pas faire confiance à certaines choses, comme à un enfant qui apprend à jouer au baseball. Oh! Mais chose certaine, on peut faire confiance à Toyota. Quand on cherche un véhicule électrique, c'est rassurant de pouvoir se tourner vers le BZ4X de Toyota. Un VUS 100% électrique à la conduite exaltante et au design novateur. Jusqu'au 30 septembre, profitez d'un incitatif du manufacturier de 3 500 $ sur le BZ4X 2024, en plus des rabais gouvernementaux allant jusqu'à 12 000 $. Réservez un essai routier dès aujourd'hui sur achetermatoyota.ca ou chez votre concessionnaire Toyota du Québec.